Bienvenue à Déclic, un nouvel épisode, un nouvel invité. Si vous êtes là, eh bien vous avez raison. Vous avez fait le bon choix d'émission. Déclic, une émission de partage d'humain, de vécu, de mes invités inspirants. À mes côtés aujourd'hui, il y a un invité inspirant qui a accepté de venir partager avec vous une période de défi, une période challengeante de sa vie professionnelle. En première partie, nous allons nous intéresser à mon invité que vous allez découvrir tout de suite. Et ensuite, on va parler de sa combinaison, sa recette pour réussir cette période. Cette période, ce challenge, c'est une transition professionnelle, plus exactement un passage du Canada au Maroc. Un changement professionnel, un nouveau départ en quelque sorte. Et nous allons également parler avec lui de la transition professionnelle, salariat et entrepreneuriat. Je vous le fais découvrir tout de suite. Amine, bonjour. Bonjour Sophia, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, bienvenue à Déclic. Bien, merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci à toi. On va bien sûr parler de ton déclic également. Alors, je vais te présenter comme il le faut à notre chère communauté qu'on remercie. Donc, tu es Amine Karkash, tu es consultant international en communication politique et en affaires publiques. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, tu vas parler de cette période, tu es en plein dedans, je crois, de cette transition Canada-Maroc. Un changement de mentalité professionnelle, et puis également, si je l'ai bien compris, changement salariat et entrepreneuriat. Alors en première partie, on va s'intéresser à toi, ton actualité, tes projets, bien évidemment ton déclic, le déclic d'Amine pour cette transition, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Et en deuxième partie, on va s'intéresser à cette combinaison dont j'ai parlé, qui te semble à toi intéressante et utile pour réussir ce challenge. Tu as choisi des soft skills et des life skills. Alors, je vais te donner la parole pour que tu nous parles de toi, un petit peu, qui tu es, un peu beaucoup. Cette transition, pourquoi et quand, on va laisser le comment en deuxième partie. C'est super, donc merci encore Sophia de m'avoir invité et surtout de m'avoir présenté. Donc, je suis Amine Karkash, je suis consultant international en communication politique et en affaires publiques. Et je pense qu'une des façons pour moi de me présenter, c'est de parler un peu du contexte dans lequel on évolue actuellement. Vous savez, dans le monde et au Maroc aussi, les leaders, qu'ils soient politiques, économiques ou associatifs, font de plus en plus face à des défis, à une opinion publique qui est exigeante, à un environnement médiatique qui est beaucoup plus complexe à influencer. Donc, c'est vraiment dans le cadre de cette nouvelle, on va dire, configuration que les leaders doivent être beaucoup plus attentifs aux changements qui s'opèrent dans l'opinion publique et dans l'environnement médiatique. En fait, les leaders ont deux choix. C'est soit construire un pont et être proactif pour renforcer le lien avec l'opinion publique, ou bien subir le narratif au risque de leur réputation. Donc, dans ce contexte, moi, j'offre un accompagnement de haut niveau en matière de définition de la stratégie de communication au niveau politique, mais aussi au niveau corporate. Et mon but, c'est justement d'accompagner les leaders dans le secteur économique, politique, associatif, afin d'améliorer leur image et surtout de renforcer le lien de confiance avec les parties prenantes. Très bien. Eh bien, merci d'être entré dans plus de détails concernant votre profession, votre expertise, vos prestations que j'ai notées avant de venir. Donc, vous intervenez en tant que consultant, vous accompagnez justement les leaders politiques pour qu'ils puissent donner la meilleure image d'eux-mêmes et atteindre aussi leurs objectifs, se positionner en tant que vrai leader. Comme vous l'avez dit, il y a deux choix. Soit on se fait absorber par l'opinion publique, par ce changement, on lui fait résistance, soit on se positionne en tant que leader et on tire son épingle du jeu, si je peux me permettre cette expression.
Donc, vous intervenez dans la segmentation des électeurs cibles, la conception du message politique, l'analyse de l'environnement politique, la stratégie d'influence et de plaidoyer, recherche sur les enjeux politiques, la veille politique, l'analyse du comportement du public cible, l'approche éditoriale, la rédaction de supports de communication, très intéressant, parce que ça me concerne un petit peu, mais dans un domaine totalement différent, et le média training. Alors, la liste est plus longue. J'ai choisi donc de partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui cette partie. C'est très intéressant. Et c'est, je pense, un monde très précis, très pointilleux. Vous participez en quelque sorte au changement de mentalité. Absolument. En fait, moi, j'ai fait un choix. C'est celui d'être un acteur et de participer directement au changement qui est en cours au Maroc, mais aussi à travers le monde. Donc, je crois que quand on parle de communication politique, ça va au-delà de la simple opération de com, comme on dit. En fait, c'est un enjeu de gouvernance, c'est un enjeu stratégique, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où partout, il y a une crise du coût de la vie. Effectivement. Et ça met une crise aussi d'identité. Qui sommes-nous? Et je crois que ces crises-là mettent au défi le lien de confiance entre le gouvernement et ses citoyens. Et c'est très important pour les gens qui sont au pouvoir, mais aussi pour les partis politiques qui sont actifs dans la vie parlementaire, d'avoir en tête quelque chose, une notion très importante qui est la connexion émotionnelle. C'est vrai. Saisir quel est le ressenti du public, des électeurs, parce que c'est une clé qui permet de gagner et de renforcer le lien de confiance. Je suis d'accord. Voilà. Et je crois que c'est ce lien de confiance-là qui est aujourd'hui en jeu et sur lequel il faut investir ses énergies. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous faites bien de parler de connexion émotionnelle. Et en fait, grâce à cette soft skill qui est la connexion émotionnelle, qu'on peut appeler également intelligence émotionnelle, bon, il y a quelques petites différences, mais ça se rejoint, permet justement que ce soit un homme ou une femme politique ou des personnes qui ont un message à faire passer, de rendre ce message plus adapté et donc plus accessible. Forcément, lorsque vous parlez à une personne avec un message et que cette personne derrière, elle sent que vous lui parlez à elle et pas seulement à vous-même, des fois, donc elle va vous croire, elle va adhérer à votre discours. Tout à fait, absolument. Et vous avez tout à fait raison. En fait, ça permet d'améliorer la capacité de persuasion. Et vous parliez de mon retour au Maroc. C'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Voilà, et je répondais aussi à votre question sur c'est quoi le sens que je donne à ce retour. Et je crois qu'une des missions qui m'anime le plus, c'est changer la perception autour de la politique. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent l'impression, et des fois à tort malheureusement, mais des fois aussi à raison, que la politique est tournée vers les intérêts des politiciens. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de changer cette perception. Que la politique, elle doit être tournée vers les gens, vers la population, vers les intérêts de la population. Beaucoup de politiciens sont de bonne foi, travaillent très dur. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est le lien de confiance. Et ce lien de confiance n'est pas tant dû, sa fragilisation n'est pas tant due au manque de travail, ou au manque d'honnêteté, ou au manque d'éthique, mais il est dû un problème communicationnel qui doit être amélioré. Et donc l'objectif, c'est de redonner foi et confiance aux gens dans la politique. Ça peut être un moyen de changement social. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie de parler de ça. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans cet apport de changement de l'image du politicien et de la politique. Et c'est vrai qu'on a tous, on ne va pas se mentir, tendance à voir voilà, les politiciens comme des gens qui ont des intérêts individuels, on va dire, alors qu'il y a beaucoup de politiciens qui le font par vocation, qui sont passionnés de politique. C'est un héritage, des fois, souvent même, de famille, beaucoup de travail, beaucoup de labeur derrière. Et donc, ce sont des gens qui méritent justement qu'on redore peut-être un petit peu leur blason, ou bien tout simplement, non pas redorer, c'est une expression peut-être pas la bonne, mais tout simplement de les rendre plus accessibles aux gens,
donc à la population, les gens, nous, qui ne sont, par exemple moi, je ne suis pas dans ce domaine, pour mieux comprendre, comme on l'a dit, le message. Encore une fois, retour à la communication. Alors, je vais vous demander de nous donner plus de précisions sur ce retour. Quand est-ce que vous êtes rentré au Maroc et peut-être aussi nous dire pourquoi? Ben, vous savez, c'est toujours intéressant de se poser la question quand est-ce qu'on a eu ce déclic? Quand est-ce que ce déclic s'est enclenché et pour quelles raisons? Et effectivement, moi je crois que, comme pour beaucoup de gens, la pandémie a été un moment de réflexion. Et Sacrée pandémie. voilà, voilà. En fait, c'est par la nature des choses, parce que c'était une crise de santé publique, ça a créé bien sûr beaucoup de solitude. Donc on était tous confinés. Bon, bien sûr, je continue à travailler, mais comme vous le savez, les discussions via Zoom ou via Skype ne remplacent jamais les interactions humaines réelles, et surtout avec les proches, avec la famille, mais aussi avec les collègues, qui sont une sorte de seconde famille aussi. C'est vrai. Et je pense que la pandémie a été le déclic dans mon cas. D'accord. Ça a été le déclic, et ce qui m'a le plus profondément animé et motivé pour mon retour au Maroc, c'est de retrouver mes proches. Très bien. Ouais. C'est ce contact avec la famille qui a été un peu plus compliqué. Vous savez, le Canada, c'est quand même assez loin du Maroc. On ne peut pas prendre un billet d'avion et revenir durant un week-end. Donc voilà, c'est ce désir-là à la fois de retrouver ses proches, mais aussi de participer au changement qui est en cours au Maroc. Voilà, d'être un acteur, de passer du stade de spectateur au rôle d'acteur. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Donc, le déclic, on y est arrivé tout naturellement. Aujourd'hui, mes invités savent qu'ils vont partager avec nous leur déclic. Donc, c'est cette sacrée pandémie qui a donc revisité l'humain, le contact, et qui a donné envie à beaucoup de gens, dont moi également, chacun à sa façon, de renouer davantage avec le contact humain. Donc, Amine est rentrée pour participer au changement en tant qu'acteur dans son domaine, dans sa profession qui, je rappelle, est la communication politique à l'international et les affaires publiques, également pour être plus proche de ses proches. Votre actualité, est-ce que vous avez des choses que vous êtes en train de faire actuellement et que vous souhaitez partager avec la communauté de l'ODJ? Bien sûr. Bon, depuis mon retour au Maroc, dans le cadre de mes activités de consultant, j'interviens régulièrement dans les médias. Très bien. Pour justement décrypter l'actualité politique, lui donner un sens et aussi faire de la pédagogie vis-à-vis de tous ces changements qui s'opèrent devant nous. Donc ça, c'est une activité qui me tient à cœur parce que premièrement, je crois à l'importance d'avoir un système médiatique fort et indépendant. Je crois que c'est capital pour renforcer notre système politique. En fait, pour pousser les politiciens à rendre des comptes, c'est important pour la transparence. Donc, je tiens beaucoup à avoir un système médiatique qui soit robuste et je suis très content d'y participer. Bravo. Donc, vous participez, comme aujourd'hui, à différentes émissions, notamment pour apporter votre vision professionnel dans la communication politique, partager votre position pour être un acteur, comme vous l'avez déjà dit, à plusieurs reprises. Donc vous êtes un chroniqueur aujourd'hui, un intervenant radio et télévision ou radio plus... Alors si je peux me permettre, je suis invité en tant que consultant en communication politique et affaires publiques. Donc c'est dans ce cadre-là que je fais part de mes analyses et que je discute avec les invités, puis les journalistes, tous les enjeux d'affaires publiques. Et il y a aussi un autre volet qui me tient particulièrement à cœur et qui me passionne, c'est le secteur de l'éducation. Parce que moi, je crois que les jeunes sont non seulement le présent, mais ils sont surtout l'avenir du Maroc. Et dans ce contexte, j'ai eu le privilège d'enseigner un workshop à l'université Akhawayn le mois d'août dernier. Et je dis que c'était un privilège parce que
c'était une mise en contact en fait avec de jeunes étudiants qui viennent de différents milieux sociaux. Très bien. Ça, c'était intéressant. Et qui reflète un peu cette dynamique que le Maroc enclenche. Et c'était surtout un moment de partage, en fait. Donc, moi, j'ai bien sûr fait part de mon expérience professionnelle. L'objectif était de leur montrer comment, dans un contexte professionnel, politique, on élabore la stratégie de communication politique, quels sont ses enjeux éthiques en termes de politique publique. Et c'était intéressant d'avoir le feedback des jeunes. Et franchement, c'était un défi pour moi. En fait, c'était la première fois? Vous ne l'avez pas fait au Canada avant? Non. Alors au Canada, j'étais conseiller politique et j'étais ce qu'on appelait un homme de l'ombre. Donc j'avais un devoir de réserve sur ce niveau-là. D'accord. Et un des objectifs pour moi, justement, de passer du salariat à l'entrepreneuriat et de retrouver une liberté d'action. Bien évidemment. Que je suis très content de retrouver et de mettre au service des jeunes et des institutions de mon pays. Merci Amine pour ce partage de votre actualité, donc presse, médias, on va dire, plus. Peut-être plus tard, vous écrirez également sur la presse, pourquoi pas, si vous aimez l'écriture. Je suppose que oui, vu votre expertise. Et merci de parler de cette actualité de contact universitaire. Je vous félicite et j'espère que vous allez le faire encore plus. Pourquoi ? Parce que moi-même, je suis en contact avec donc plusieurs universités et écoles supérieures en tant que formatrice et enseignante dans mon domaine qui sont les techniques de communication, les soft skills. En fait, le changement commence par la jeunesse, notre belle jeunesse marocaine, active, ambitieuse, motivée, inspirée et inspirante. C'est grâce à elle qu'il va y avoir ce changement positive, et d'ailleurs on le voit, et elle le souhaite. Et elle est également travailleuse. Donc c'est chez eux qu'il faut aller, et merci d'avoir partagé ça avec nous de cette manière, d'avoir soulevé que c'est très important. Alors vos projets, on a parlé de votre déclic, votre actualité, est-ce que vous avez des projets à court terme, moyen terme? Alors si vous me permettez, je crois que mes projets sont ancrés dans une vision qui est plus large et qui est axée sur le long terme. Donc, comme je vous avais dit un peu au début, vraiment une des missions, des objectifs qui m'animent, c'est le besoin et l'importance de moderniser la communication politique. Premièrement, c'est un enjeu stratégique. En termes d'imputabilité, en termes de reddition des comptes, les gouvernements ont besoin d'améliorer leur communication, que ce soit au Maroc ou à travers le monde, pour redonner du sens à leur action publique et surtout créer et renforcer le lien de confiance avec les citoyens, les usagers des services publics. Donc ça, c'est un enjeu qui est très, très important à mes yeux. Et sur un autre volet, on va dire, il y a aussi, pour moi, le besoin de moderniser l'approche en termes de relations avec les médias au niveau des entreprises aussi. Donc, via les services de média training que je propose, je crois que c'est très important pour les entreprises, encore une fois, au lieu de subir les crises, d'utiliser les crises comme des opportunités pour remettre leurs valeurs au centre de la conversation. Et encore une fois, c'est un enjeu de confiance avec les consommateurs et avec l'ensemble des parties prenantes. Donc il y a plusieurs crises qui ont secoué le monde des entreprises au Maroc et je crois qu'on doit tous apprendre de ces crises-là et ça va permettre à l'économie du pays d'en ressortir beaucoup plus forte aussi. Très bien. Donc si je peux résumer, vos projets sont totalement s'alignent, sont liés à votre actualité, ce dont vous nous avez parlé. Donc votre position d'acteur en termes de communication politique, participer à un changement positif. Donc par rapport aux politiciens, aux politiques, je ne connais pas très bien la différence d'ailleurs politique, politicien, est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a peut-être, en fait ça dépend du contexte culturel je dirais. Peut-être que dans certains pays le mot politicien peut être connoté un peu plus négativement qu'en politique. En politique, projette ou évoque quelque chose de beaucoup plus noble que le politicien qui est dans les tractations derrière des portes closes, alors que l'homme politique évoque peut-être plus une action, une vision à long terme et surtout désintéressée. D'accord, j'ai bien compris.
Et encore une fois, ça dépend vraiment du contexte. Dans certains contextes, là où j'étais, par exemple, avant, au Québec, politicien, politique. C'est du pareil au même, un petit peu. À Il n'y a peu pas près, de connotation négative. Voilà. Très bien. Donc, en fait, vos projets, c'est de permettre aux politiques actuels, marocains ou à l'international, de redorer, on va dire, de travailler leur image. Pour justement, tout est lié, en fait, en termes de communication, pour qu'il y ait davantage d'accessibilité par rapport aux gens donc, à qui ils parlent, à qui ils s'adressent en termes de message. Retravailler aussi ce message pour le rendre positif et aussi accessible, s'adresser de manière efficace avec la connexion émotionnelle dont vous avez parlé, donc aux gens, tout simplement. Et puis, vous avez parlé aussi du média training par rapport aux entreprises pour pouvoir se positionner de manière gagnante face aux crises actuelles. Exactement. Et je crois que la connexion émotionnelle est capitale parce que, vous savez, en politique, souvent, que ce soit les hommes ou les femmes politiques, ont tendance à engager la conversation avec les électeurs ou avec les médias en pointant rapidement les failles de l'adversaire. Et malheureusement, plusieurs études ont démontré que cette façon d'entretenir la discussion finit par repousser les électeurs qu'on essaie de persuader parce qu'ils assimilent ces attaques à une partisanerie stérile. Oui. Or, aujourd'hui, là où le bas blesse, il y a plusieurs sondages qui le montrent, par exemple dans le cas du Maroc, c'est qu'il y a un problème de lien de confiance. Et ce lien de confiance, paradoxalement, est tiré par les catégories les plus précaires qui sont les plus visées par les mesures sociales qui sont mises en œuvre. Donc il y a un paradoxe. Le gouvernement met en place des mesures sociales qui visent les plus démunis, mais en même temps, le problème de confiance est surtout tiré par ces catégories qui bénéficient de ces mesures sociales. Donc ce qui permet de comprendre ce paradoxe, c'est justement la connexion émotionnelle. Donc c'est la capacité du gouvernement à établir, à se connecter, en fait, à se connecter avec l'émotion qui est ressentie aujourd'hui dans une crise du coût de la vie, qui est la colère. Oui. Et en fait, il ne suffit plus aujourd'hui de dire que l'économie va bien ou que le taux de croissance du PIB est positif. C'est des paramètres importants, mais qui ne parlent pas au quotidien des gens. Et aujourd'hui, c'est pas réaliste. Voilà, il faut parler au quotidien des gens. Il faut savoir comment se connecter à leur ressenti. Et c'est très important de comprendre quelle émotion, on va dire, ressentent. En fait, comment susciter l'émotion. Identifier l'émotion pour mieux leur parler. Voilà, pour mieux leur parler. Et une fois que l'émotion est bien identifiée, là, on peut bien sûr parler plus de contraste. Il n'y a rien de mal à contraster avec les adversaires en politique. Bien évidemment. Mais par contre, le contraste n'est pas efficace si on n'a pas l'écoute des gens. Parce que si le message politique ne passe plus, tout le reste ne suit pas. Donc, ce sont les leviers de la communication efficace dont vous parlez. C'est une clé de voûte. Tout à fait. Donc vous parlez des leviers de la communication qu'on peut appeler efficace, bienveillante, proactive. Il y a plusieurs adjectifs qu'on peut associer à cette communication. Et à chaque fois, et souvent, que ce soit à Déclic ou ailleurs, dans le cadre de mon travail, la communication reste et continue à être le levier principal pour la réussite professionnelle, qu'elle soit à une échelle politique ou autre. Absolument. Et donc, vous avez parlé de la connexion émotionnelle, identifier l'émotion pour mieux répondre derrière. Vous avez parlé également vous avez donné un exemple des politiques ou politiciens qui vont se rabattre sur les failles, démolir, descendre leurs adversaires pour mieux se positionner, pour peut-être attirer l'attention et arriver en tant que, on va dire, les sauveurs quelque part. On a un exemple, on ne va pas trop s'attarder dessus, un exemple qui n'est pas marocain, un exemple international qui est arrivé, qui s'est produit tout récemment, les USA. Donc, je sais que vous avez participé à une autre émission, vous avez eu le temps de vous attarder sur ça, puisque c'est votre domaine, donc de Trump et son adversaire Kamala Harris. Je pense qu'elle, c'est ce qui fait lui d'habitude, mais cette fois-ci, c'est elle qui s'est fait manger par ça, parce qu'elle n'a parlé que des failles moi je ne m'y connais pas très bien, de son adversaire. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti en tant que novice. Voilà. Votre ressenti n'est pas loin de la réalité, et même très proche de la réalité, je dirais.
dans le sens où M. Trump a gagné parce qu'il a gagné la guerre Exactement. de la communication et il a surtout gagné la confiance. En fait, il a su comment capitaliser sur la colère des Américains face à l'administration Biden en matière de gestion de l'inflation, en matière de gestion de la crise migratoire. Donc c'est cette capacité à capitaliser sur la colère, à la comprendre, à connecter avec, et surtout, c'est aussi une question de stratégie médiatique. C'est que M. Trump, contrairement à Mme Harris, qui a été beaucoup plus prudente dans son exposition aux médias, et finalement, elle ne s'est pas donné les moyens de se définir et de se différencier de M. Biden, alors que M. Trump a pris le risque de s'investir dans des podcasts qui parlent à un public qu'on appelle dans le jargon de la stratégie politique les électeurs peu fréquents. Donc ce sont des jeunes hommes généralement qui écoutent ces podcasts, qui votent de façon moins systématique et plus aléatoire que la moyenne. Donc c'est sa capacité à s'investir dans ces podcasts et à élargir la discussion au-delà des politiques publiques et de la partisanerie, à parler du fait qu'il était un ancien joueur de football, à parler des choses concrètes et personnelles. Qui intéressent les gens. Voilà. Les problèmes d'alcoolémie de son frère, par exemple. Donc, il a réussi à miser sur un public... Du storytelling. Voilà, du très bon storytelling. Il a misé sur un public, et c'était un risque qu'il a pris, parce que ce public-là n'est pas très fiable en termes de participation électorale, mais il a pris un risque qui a marché. Ils sont sortis voter pour lui, et ça a été un facteur déterminant dans sa victoire. Eh bien, merci de parler de prise de risque, parce qu'on va y arriver également. Je vais vous raconter une petite anecdote pour ensuite passer donc à la partie soft skills et life skills, même si on est en fait déjà dedans, puisqu'on a parlé de connexion émotionnelle, là on cite la prise de risque, on a parlé de storytelling. Eh bien, moi, je travaille avec aussi à l'international, donc j'accompagne des personnes, des diplomates notamment, qui sont au Maroc. Et j'ai eu une conversation récemment, suite donc à ces résultats des élections USA, et j'ai parlé avec une dame que j'accompagne depuis plusieurs années. Et elle m'a dit que justement, en tant que femme, elle aurait bien aimé voter pour Kamala Harris, mais qu'elle ne sentait pas du tout qu'elle s'adressait à elle en tant qu'américaine. Elle sentait qu'en fait, Kamala Harris, si je peux me permettre, était un petit peu à côté de la plaque en termes de problèmes réels, terrain, des Américains. Voilà. Donc, c'était juste pour vous parler de cette anecdote. Et en fait, il faut s'adresser aux gens, les toucher, se connecter avec eux émotionnellement, comme vous l'avez dit. Et là, on va passer à la deuxième partie. Si vous me permettez... Bien sûr, mais c'est votre émission. Un point très bref par rapport à l'observation que cette personne a soulevée, qui est très pertinente, c'est qu'en politique, les électeurs sont prêts à pardonner les erreurs, l'incohérence qui est très présente chez les politiciens ou les politiciennes. Mais par contre, ce qui ne pardonne pas, c'est l'absence d'authenticité. Exact. Bravo, c'est ça. Et en fait, la personne que j'accompagne, c'est une personne d'un certain niveau intellectuel qui continue d'ailleurs à travailler en termes de communication, de coaching. C'est du coaching linguistique que je fais. Et cette personne, voilà, elle était prête à le faire. Et je pense que ça s'est passé justement, l'authenticité n'était pas suffisante. Alors, je vais parler de votre combinaison, parce qu'on parle de transition professionnelle. Votre combinaison de réussite de cette transition professionnelle, je rappelle Canada-Maroc. Je rappelle que vous êtes parti au Canada pendant plusieurs années, que vous avez étudié et travaillé là-bas. Vous avez mené une belle carrière professionnelle, si je peux le dire. Vous avez travaillé au Parlement canadien d'ailleurs. Et donc, vous avez choisi des soft skills, des life skills, vos leviers de réussite de cette transition professionnelle. Vous avez donc, en première partie, on va parler des life skills, si je peux les appeler comme ça, la résilience et l'audace. Je trouve votre choix magnifique parce que la résilience et l'audace, pour moi, c'est en fait un équilibre. Ce qui manque un petit peu à l'autre, l'autre va l'amener et vice-versa. Vous pouvez nous en parler rapidement, s'il vous plaît? Alors, effectivement, j'ai eu le privilège extraordinaire d'accompagner des leaders politiques au Parlement canadien dans leur mission, justement, de changer la société, en fait, et d'introduire plus de justice sociale dans ce pays-là. Et suite à cette expérience que je considère vraiment comme étant un privilège, voilà, et j'ai pris une décision, celle de revenir au Maroc.
Mais entre les deux, comme vous le savez, les gens qui sont investis en politique, on va dire un des travers du métier, c'est justement de ne pas prendre suffisamment de temps pour se recentrer sur soi-même. Et je crois que c'est un peu dans cet esprit-là que, justement, j'ai pris le risque de prendre 6 mois de ma vie et de la consacrer à un voyage. Donc j'ai décidé de prendre mon sac à dos et d'atterrir en Asie du Sud-Est. Donc personne ne m'attendait à la sortie de l'aéroport. Donc c'était intéressant pour moi de justement sortir de cette zone de confort, de cette routine. Enfin, zone de confort. La politique n'était pas vraiment une zone de confort, pour être honnête avec vous. Mais c'était important pour moi, justement, de faire une expérience où je suis, on va dire, un peu confronté à moi-même, à un nouvel environnement. Voilà, se redécouvrir à travers un nouvel environnement qui est complètement différent sur le plan culturel, sur tous les plans finalement. C'est audacieux. Donc voilà, moi je l'ai fait dans un esprit d'audace, donc d'atterrir comme avec un parachute, on va dire. Et ce voyage-là m'a appris beaucoup de choses. Parce que souvent on me pose la question, pourquoi ce voyage pourquoi 6 mois? Et je crois que la vous êtes resté 6 mois? Oui, voilà. Au début, c'était prévu pour 3 mois, mais finalement, j'ai prolongé un peu, on va dire. D'accord. Et je pense qu'une des choses que ce voyage m'a appris, au-delà de l'audace, c'est la résilience. Et pourquoi je veux parler de résilience? Je vais en parler avec un exemple concret, si vous me permettez. C'est ce qu'on aime à Déclic, ce sont les exemples concrets, le vécu de mes invités. Un voyage de 6 mois, c'est long. Donc, il y a des hauts et des bas, comme dans la vie, de façon générale. Et c'était une expérience qui m'avait marqué un peu. Alors, j'étais dans une île qui s'appelle Bornéo, qui est connue pour sa jungle qui est immense, très dense, et qui est, on va le dire, un environnement hostile à l'homme. Donc, j'avais fait une sorte de tournée dans la jungle pendant 3 jours. Sac à dos. Voilà, on était un petit groupe de 4 personnes avec un guide et on traversait le fleuve. En fait, on était sur le fleuve qui traversait la jungle. Et comme je vous l'ai dit, c'est un environnement qui est très hostile à l'être humain. D'accord. Et après ce voyage-là, enfin après cette petite expérience, on va dire, je suis tombé malade. Est-ce que c'était un moustique? Honnêtement, j'en sais rien. C'est très dur à dire. C'est possible. Je suis tombé malade et je suis parti à la pharmacie pour aller chercher des médicaments. Donc j'avais un mal d'oreille, mal de gorge, c'était vraiment la totale, comme on dit. D'accord, au fin fond de la jungle, donc en pleine aventure. Et au moment où je rentre dans la pharmacie, et c'est la première fois de ma vie que je vis cette expérience, je tombe dans les pommes. Complètement. Blackout total. Et je me réveille... Perdu connaissance. Voilà, j'ai complètement perdu connaissance et je me réveille... un peu, on va dire, déboussolé. Je ne savais pas trop où j'étais. D'accord. Et bon, j'ai dû être transporté aux urgences pour, bien sûr... Ah oui, bien sûr, il fallait prendre, on va dire, fallait faire quelques tests pour s'assurer que tout va bien. Effectivement, tout allait bien. Et j'aurais pu me dire, bon, c'est peut-être le moment pour moi de revenir au Maroc ou au Canada. C'était après combien de temps? C'était après 2 mois. D'accord. Donc il y a une fatigue qui commence à s'installer. C'était cumulé, d'accord. Voilà, parce que c'est un voyage où je me déplaçais beaucoup. C'est physique. Voilà, c'est physique. Il faut être prêt physiquement pour ça. Et j'aurais pu me dire, non, c'est bon, c'est le moment pour moi de revenir. Mais au contraire, en fait, ça m'a remotivé en fait, ça a développé ma résilience. Bravo. Pour continuer l'aventure. Et je me suis promis quelques endroits que j'allais absolument explorer et je l'ai fait. Et donc ça, c'était avant de venir au Maroc? C'était entre le Canada et le Maroc? Exactement. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, si je peux me permettre. En fait, j'étais revenu au Maroc 2 mois après mon retour au Canada. D'accord. Je pense que c'était 2 ou 3 mois. Et tout de suite après, je suis reparti en Asie, avant mon retour plus définitif au Maroc, même s'il n'y a rien de définitif dans la vie. Hein. Très bien. Je vais juste, donc, pour les personnes qui nous regardent et qu'on remercie, en fait, résilience et audace, pour moi, comme je l'ai dit, sont 2 choses complémentaires. Pourquoi? Parce que la résilience, elle va nous permettre d'accuser le coup face à quelque chose qui peut nous arriver, qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas calculé, l'accepter, s'adapter.
s'adapter à ce changement qui peut être brutal, comme dans ce cas, vous tombez dans les pommes, vous ne vous y attendez pas parce que c'est un cumul de fatigue, vous êtes en plein voyage, vous avez programmé, et là ça vous rappelle un petit peu à l'ordre. Et la résilience, elle nous permet également de garder la motivation, même quand ça ne va pas très bien, de prendre cette erreur ou échec, ou changement volontaire ou involontaire, plus quand il est involontaire, comme l'occasion de grandir, l'occasion de se redécouvrir. De l'autre côté, l'audace, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, comme vous l'avez très bien dit, elle va nous permettre de sortir de notre zone de confort, qui devient des fois un confort, parce que la zone de confort, c'est une habitude qui peut durer longtemps et qui peut nous stagner. Donc voilà, elles se complètent. L'audace, c'est la prise de risque, sortir de la zone de confort, et la résilience, c'est accepter et s'adapter. Et si je peux me permettre de rajouter un point pour... Vous avez toute la liberté. Voilà, merci beaucoup pour ce privilège. Et l'idée, quand on parle d'audace et de persévérance, c'est aussi de l'associer en fait et de l'intégrer dans la discussion plus large sur que signifie l'échec. Parce que une carrière professionnelle, toute expérience, un jour ou un autre, va être confrontée à un échec. Puis, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Tout à fait. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. En fait, c'est simple. Ceux qui n'échouent rien, c'est ceux qui font rien. Mais bien évidemment. Et si je peux me permettre, dans ma carrière parlementaire, moi, je me rappelle d'un échec. C'était un échec individuel et collectif. C'était, si je me rappelle bien, la campagne électorale de 2019. Au Canada. Voilà. Et c'était un échec. Le lendemain, on s'est réveillé avec un véritable choc. On avait perdu plusieurs de nos parlementaires, puis nos emplois aussi étaient en jeu parce qu'on dépend bien sûr du nombre de parlementaires qui sont réélus. Et c'était une expérience où on a pu justement apprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut améliorer les choses. Bien sûr. Il y avait bien sûr toujours des enjeux de connexion émotionnelle avec les électeurs. Et je crois que c'est une des phases de ma vie où j'ai le plus appris. Et ça m'a en fait, ça a propulsé ma carrière. Effectivement, je vous rejoins et vous me faites penser également à mon vécu professionnel et aussi personnel. Les phases où j'ai fait face à des changements, peut-être des résultats que j'espérais et donc qui ne se sont pas réalisés, ou tout simplement, comme je l'ai cité là, il y a quelques minutes, un changement totalement involontaire. Et c'est là où je me suis redécouverte. Non seulement redécouverte, mais j'ai découvert des choses en moi, j'ai visité des choses que je ne connaissais pas. Et donc, face à l'échec, on doit se relever. De toute façon, on n'a pas le choix en général. Et lorsqu'on se relève, on se relève plus fort. Parce que tout est remis à niveau. Les compteurs sont remis à zéro et donc on doit s'en sortir et c'est là où on va découvrir de nouvelles choses. Absolument. En fait, l'échec, il faut l'accepter et le normaliser. Tout à fait. Et en fait, le penser comme une partie du processus. Et franchement, ça peut devenir une force. Et ce n'est pas juste une façon de parler, mais ça peut réellement propulser votre projet, votre carrière, votre organisation. Tout à fait. À partir du moment qu'on n'est pas dans le déni, mais qu'on regarde les choses de façon lucide. Exactement. Les accepter et les regarder en face, ne pas le déni, pas tourner le dos. Et nous sommes là tous les deux en train de parler de notre propre vécu. Et face à l'échec, nous avons pu nous en sortir et en faire une force. L'échec n'est pas une menace, mais une opportunité lorsqu'on sait trouver la bonne combinaison. Et comme vous l'avez dit, pas de déni, accepté. Alors, il y a une autre partie, on va en parler. Et pour avancer, parce qu'après, on va faire notre test psychologique, un petit test déclic. C'est la partie ludique. Mais avant ça, il y a une autre partie, donc de soft skills. Parce qu'on a parlé des life skills, la résilience et la connexion, plutôt l'audace, pardon. Ce sont des choses, sont des outils du quotidien, je dirais. Et donc, d'un autre côté, vous avez également, dans votre combinaison de réussite, de transition professionnelle, vous avez le storytelling et la connexion émotionnelle. On en a parlé déjà. Je voudrais m'intéresser davantage au storytelling. Alors, moi, je crois que c'est une compétence qui est capitale aujourd'hui parce que ce soit dans le monde corporatif ou dans le monde politique ou même dans nos relations
interpersonnel, je suis d'accord. Ce qui intéresse les gens, c'est une histoire. Et que ce soit sur le plan politique, pour moi, gouverner, c'est savoir raconter une histoire. Les consommateurs achètent une histoire, pas seulement un produit ou un service. Et si je prends un exemple très concret dans lequel, on va dire, j'ai pu utiliser cette compétence-là, alors je reviens encore à mon voyage en Asie, c'était au nord du Vietnam. J'étais dans un... C'est beau. C'est très joli. Ouais, franchement, j'encourage... Je n'ai jamais été, mais je sais, j'ai des amis qui ont été. Les paysages, en tout cas pour les gens qui aiment la montagne, les paysages sont vraiment à couper le souffle. Très bien. Et j'étais en fait pour les gens qui connaissent un peu, c'est un concept qu'on appelle chez l'habitant. Donc, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas une auberge, mais c'est vraiment... chez l'habitant. Voilà, comme son nom l'indique. Et c'était quelqu'un en fait qui était dans un petit village vraiment un peu, on va dire, dans les montagnes, un peu surélevé. Et il avait un problème, c'est qu'il n'était pas très loin, il était peut-être à 20 km d'une ville qui était touristique, mais il n'arrivait pas à attirer le genre de voyageurs qu'il voulait. D'accord. Et sur une base complètement bénévole, en fait, je l'ai aidé à justement monter, à créer un storytelling autour de son concept, parce que j'étais certain qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés par ce type d'expérience, qui ne voulaient pas rester en ville, noyés dans l'océan des touristes, et être dans des endroits ultra touristiques, mais partir dans des endroits qui sont plus authentiques. Donc, l'idée, c'était de savoir raconter une histoire. Qui êtes-vous? En quoi raconter l'histoire de votre lieu aussi. En fait, tout ce qui va susciter des émotions chez votre public. Via une histoire qui soit émotionnelle, simple, cohérente. Et le mot simple est important, il faut que ça soit simple à comprendre, à retenir, et qu'elle soit captivante. Et ça fait toute la différence quand on veut soit attirer des touristes, soit convaincre les électeurs. Se faire accepter, justement, puisqu'on parle de transition professionnelle, on arrive dans un monde, un univers nouveau, avec des gens nouveaux. Le storytelling permet de se connecter, d'être accessible, de se faire comprendre, de comprendre également, et puis de se valoriser. Lorsqu'on sait se raconter, on se donne de la valeur. Alors, il y a une grande différence, j'aime bien plaisanter, entre se la raconter et se raconter. Bien évidemment, se la raconter, c'est en rajouter, en faire un petit peu trop. Là, c'est le contraire, on n'est plus du tout accessible. Par contre, se raconter de manière, dans les règles de l'art, ça permet justement de briser cette glace et d'être accessible. Moi, je ne peux que être d'accord avec vous parce que c'est mon quotidien. Le storytelling, c'est mon métier, donc j'accompagne les gens pour justement savoir se raconter ce qu'ils ont à proposer, leurs prestations eux-mêmes. Et vous l'avez très bien dit, le storytelling est également utile dans la vie personnelle, pas seulement dans la vie professionnelle. Exactement. Et par exemple, si on prend un cas très concret d'événement de réseautage, parfois il va arriver que les gens connectent, enfin essaient de discuter, de s'introduire, puis on s'introduit des fois sur la base ou bien d'un service qu'on propose, ou bien sur la base d'une discussion qui parfois peut créer des tensions, alors qu'en fait il y a une autre façon qui est plus intéressante, c'est encore une fois, c'est comprendre un peu c'est qui la personne qui est en face, est-ce qu'il y a des activités communes que vous partagez. Moi généralement j'essaie d'introduire les conversations de cette façon. Si je sais que la personne joue au tennis, c'est très bien, ou qu'elle aime le hiking, c'est généralement de cette façon que je vais. Et en fait, ça me rappelle même mon premier entretien d'embauche au Canada, donc le premier parlementaire pour qui j'avais le privilège d'accompagner. Une des choses, un des points de discussion auxquels je tenais durant mon entretien, c'était le violon. Quand j'ai su que c'était un artiste et qu'il a pratiqué, dans son cas, je crois que c'était le chant et le piano. Moi, j'avais fait du violon quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, l'art est une façon aussi de connecter avec de briser la glace. De briser la glace. Voilà. Alors, bien sûr, il ne m'a pas embauché pour mes talents de violoniste, sinon il aurait été bien embêté, je pense. Mais c'est encore une fois une clé de voûte. Ça permet de briser la glace. C'est un pont. Voilà, et c'est un pont, exactement, qui permet de mieux parler et de façon beaucoup plus sereine et plus efficace du vif du sujet, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Donc, le storytelling, pour les personnes qui nous regardent, c'est un levier, c'est un outil de communication très important pour
se valoriser, se raconter, briser la glace, instaurer quelque chose de très important dans une relation de communication, quelle qu'elle soit, le climat de confiance. Pour ça, il faut travailler en amont. Comme mon invité vient de le dire, il faut chercher à qui je parle, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce que j'ai comme outil de communication pour transmettre ce message, ce storytelling, et quel est mon objectif derrière. C'est une règle de 3. Alors, on va passer à la fin de l'émission. On a très bien discuté, ça passe très vite. Merci pour tout ce partage, votre vécu. Vous êtes un bon storyteller. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec authenticité. Alors, le petit test déclic, donc c'est quelques questions. Vous allez imaginer si vous n'étiez pas, qu'est-ce que vous serez? Alors d'abord, si vous n'étiez pas un être humain, imaginez un instant, vous n'êtes pas un minqiraj, vous n'êtes pas un être humain, un homme, qu'est-ce que vous auriez aimé être? Une montagne. C'est vrai? Ouais. C'est connecté vers le ciel, c'est désintéressé des choses, on va dire, immédiates et matérielles. Bravo, je comprends un peu. C'est différent de ce qu'on m'a dit avant. J'apprécie. Parce qu'en général, mes invités ont regardé au moins une émission auparavant. Alors, je ne dis pas j'ai tenu ma promesse. Voilà. Je ne dis pas qu'ils ont fait tous pareil, non, chacun. Donc, la montagne, la connexion avec la hauteur. Bravo. Alors. Et en fait, la montagne, parce que ça fait rêver aussi. Hein. C'est bien que sûr. Je crois que c'est très important d'avoir un rêve, un idéal, qui est un peu le leitmotiv qui nous permet de rester motivé et de se réveiller chaque matin avec, avec de la motivation. Et quand on est, on va dire, plus désintéressé des choses immédiates du quotidien, ça permet aussi de stimuler la créativité. Donc, voilà, donc c'est des choses très importantes. Vous faites très bien d'en parler, ouais. Il faut rêver, il faut continuer à rêver. S'il y a un rêve qui n'a pas marché, on le balance et on en met un autre à la place. Alors on continue. Si vous étiez un mot, Amine, qu'est-ce que vous seriez? Un seul mot. Détermination. La détermination. Oui, je crois que c'est une qualité qui est capitale parce que on en parlait tout à l'heure, mais quand on a un projet de changement, c'est de toute évidence, quand on parle de changement, on parle de changement contre quelque chose. On veut changer. Et quand on veut changer quelque chose, naturellement, il y a de la résistance. Bien sûr. C'est l'ennemi du changement, c'est la résistance au changement. Voilà. Et je pense que face à la résistance, il faut être lourdement déterminé. Et c'est important aussi pour renforcer sa détermination, de savoir bien s'entourer, bien sûr. Bien, vous faites très bien de le dire parce que dans toute cette démarche de transition, il faut être bien entouré. Et être bien entouré, c'est choisir les bonnes personnes. Exactement. Et choisir aussi celles qu'il ne faut pas peut-être avoir à ce moment-là, oui, parce qu'on est un petit peu, voilà, on est dans une période de changement, donc c'est important d'être avec les bonnes personnes. Alors je continue mon test déclic, si vous le voulez bien. Imaginons maintenant si vous n'étiez pas dans la communication internationale, politique et affaires publiques, cette profession. Est-ce que vous avez un rêve, justement, parlant de rêve, caché? Alors, je ne sais pas si c'est un rêve qui est très caché, mais en tout cas, si je n'ai pas réussi à le cacher, on va dire. Très bien. Si c'était autre chose, ça aurait été voyageur. D'accord. Ouais. Ça fait pas longtemps que j'ai pas encore commencé à lire, mais le voyage de Ibn Battuta est une œuvre qui m'intéresse beaucoup. C'est un personnage qui m'a voyageur national. Voilà, c'est un voyageur qui m'a beaucoup inspiré. Donc, si c'était une profession, je ne sais pas si ça l'est nécessairement, ça aurait été ça. D'accord. Donc, c'est une passion que vous pratiquez déjà. Exact. Bravo, parce qu'elle est belle cette passion, c'est la découverte, c'est une vraie thérapie. Alors pour finir le test déclic, imaginons maintenant que si vous étiez un déclic de changement justement pour quelqu'un ou pour le monde actuel, qu'est-ce que vous seriez?
C'est une très bonne question et c'est une question qui est difficile, je dois dire, hein, parce qu'il faut faire un choix. Et oui, c'est fait exprès. Voilà. Et si je devais choisir un changement, bon, je ne sais pas si c'est un changement spécifique, mais c'est la lutte contre le changement climatique. Ouais. D'accord. Ça serait ça un déclic de changement pour cette lutte. Voilà, exactement. Ça serait ça. Faire avancer les choses. Exactement. Faire avancer les choses de façon positive, ne pas être dans la culpabilisation, ne pas être dans la caricature. Mais en fait, pour que ce changement puisse avancer, il faut que les gens adhèrent au changement. Très bien. Donc le message doit être fait différemment. Voilà, le message doit être fait de façon à ce que les gens acceptent. On parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Et donc c'est important que pour que le changement soit efficace, pour qu'il soit pérenne sur le long terme, que les gens y adhèrent. Il ne suffit pas de dire on va fermer toutes les pétrolières. Il faut que les gens qui travaillent là-dedans soient convaincus et surtout, il faut leur offrir des alternatives. Je suis d'accord. Je fais partie des gens qui n'acceptent pas ou qui n'intègrent pas, n'adhèrent pas au discours. Par exemple, quand on essaye de nous faire peur par le changement climatique, donc j'ai très bien compris votre message, faire passer les choses de façon à ce que les gens se sentent concernés vraiment au quotidien, que ce soit palpable et avec des alternatives concrètes. Exactement. Donc votre déclic, c'est faire avancer les choses concernant le changement climatique. Eh bien, je vous remercie d'avoir joué le jeu, Amine. Pour terminer, ce joli déclic, plein de belles choses. Vous êtes un acteur orienté, je dirais, à venir. Alors, je choisis toujours des citations. Je vais vous en citer une et vous me dites si vous êtes d'accord. Ça concerne notre transition professionnelle et le changement. Alors, c'est un proverbe chinois qui dit « Ne craignez pas de progresser lentement. Craignez seulement de rester immobile. » Vous êtes d'accord? Totalement. Totalement. En fait, il ne faut pas avoir peur, parce que ça vient de la peur de l'échec, ça vient de la peur de faire des erreurs. De tarder. Là, il y a la notion de temps également. Exactement. Et donc, il n'y a pas de mauvais moment pour entreprendre. Il faut juste être conscient que c'est un chemin qui va être long, difficile, mais il faut se donner les moyens et il faut se créer des petites victoires aussi. Très bien. Pour se redonner de la motivation. Et c'est peut-être un message que j'aimerais partager avec les personnes qui se lancent dans le domaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Permettez-moi de vous demander de regarder la caméra, Absolument. Votre caméra, pour le clap de fin, comme je fais à chaque fois, et envoyer ce message. Moi, je crois que c'est important de partir de l'idée que personne ne nous doit rien. Il faut chaque jour se réveiller avec l'idée qu'on va aller convaincre les gens, les persuader de notre projet. Et je crois que si on part de l'idée que personne ne doit rien, ça minimise, on va dire, les attentes, ça minimise les déceptions, et ça permet de mieux se recentrer sur qu'est-ce qu'on a à offrir comme projet et continuellement l'améliorer. Donc c'est ce message-là qui, je l'espère, positif, voilà, que je tenais à partager. Merci pour ce beau message. C'est très positif, comme tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Amine Karkash, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes dans la politique internationale, vous êtes consultant en communication politique et en affaires publiques et bien plus. On peut vous retrouver sur LinkedIn, on peut juste taper Amine Karkash et on en saura davantage concernant votre expertise. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau déclic. Le mot de la fin, le changement professionnel, la transition professionnelle, le changement en général n'est pas une menace. Bien au contraire, c'est une opportunité si on sait rester justement focus, orienté, déterminé comme l'a dit Amine. La bonne combinaison des bons soft skills et life skills comme ceux qu'on a cités, vous réussirez et vous irez même loin dans votre découverte de vous-même. À bientôt. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du Monde, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.